Je raconte une anecdote avec un enfant qu'on a suivi de nombreuses années. C'était une bonne période, il marchait bien, il était en partie scolarisé, il venait dans une structure spécialisée dans la journée, et un matin, il arrive dans la salle de travail de cette structure, et il se roule par terre, il hurle, il va d'un mur à l'autre, affolement de toutes les éducatrices, on essaye de comprendre, et on ne comprend rien. Alors on fait comme font toujours les gens normaux, on commence à faire marcher notre tête, faire des hypothèses compliquées, puis on ne trouve pas, je téléphone à la mère, est-ce qu'il a eu mal au ventre, est-ce qu'il y a un problème de santé? Non, non, il n'y a rien du tout, il a pris son taxi pour venir au centre, tout allait bien. Et puis tout d'un après une heure ou une heure et demie de recherche, ça perturbait quand même sérieusement le groupe, une éducatrice remarque, elle fait une remarque à sa collègue, elle lui dit: mais Claire, t'es allée chez le coiffeur, avant t'avais les cheveux longs et aujourd'hui t'as les cheveux courts. Il suffit de ce changement, on sait bien qu'un changement, ça peut perturber profondément une personne autiste, enfant ou adulte d'ailleurs. Alors, aussitôt, je prends un air solennel de grand docteur et je lui dis: euh, ton éducatrice est allée chez le coiffeur, maintenant elle a les cheveux courts, et il continue sa colère. Alors, écroulement de toute l'équipe, on se dit: on s'est trompé d'hypothèse, et à ce moment-là on pense: mais non, on ne s'est pas trompé d'hypothèse, mais on s'est trompé de moyen de communication avec lui. Parce que quand il est en colère, c'est pas le langage, il parlait très bien, il lisait même, mais c'est pas le langage qui est en cause, c'est le mode de communication. Alors on est passé par le dessin, on a fait 3 dessins comme font les orthophonistes, la séquentielle, une image de Claire avec des longs cheveux, une image de coiffeur, puis on est allé sur les gros ciseaux, une image de Claire avec les cheveux courts, et je me souviens, je me vois mettre les 3 images par terre, il roulait d'un mur à l'autre, il s'est arrêté net, il a regardé les 3 images, il a compris, il s'est levé, il s'est mis à sa table de travail, il a repris ce qu'il faisait la veille. C'était vraiment fantastique, et ça montre que c'était nous qui étions en difficulté. C'est un peu tout le sens de ce livre, c'est de montrer que notre fonctionnement n'est pas le fonctionnement autiste, et c'est pour ça que l'image du pays autiste a introduit cette différence. C'est le grand défaut de la générosité des gens normaux. Spontanément, on souhaite faire bénéficier ceux qui n'en ont pas du langage qui est si formidable, de nos modes de communication sociaux, mais c'est pas leur truc. Et on s'obstine à vouloir qu'ils arrêtent d'être autistes. D'ailleurs, toutes les méthodes, on dit ça marche, mais ça marche, ça veut dire quoi? Ça les transformerait en comme les autres. Moi, je pense que ce qu'on peut faire de mieux, dans l'état actuel de nos connaissances et de nos techniques, c'est de les mettre parmi les autres et de leur donner les moyens d'être parmi les autres, mais pas d'être comme les autres, et bien de respecter leur forme de percevoir, de penser, de ressentir, qui n'est pas la même forme que celle communément des personnes ordinaires. De décrire les mœurs du pays, de voir comment ils perçoivent le monde, pour que nous, qui sommes toutes les parents d'abord, qui passent la frontière du pays autiste sans s'en apercevoir quand ils ont un enfant qui ne pousse pas comme les autres, puis les professionnels qui souvent sont des immigrés en pays autiste parce qu'ils ne connaissent pas les mœurs et la langue du pays. Donc ce guide est de décrire ce pays pour essayer de combler la différence entre eux et nous, parce que finalement c'est des semblables, mais des semblables différents. C'est le paradoxe, et c'est ce paradoxe dont le livre traite. Alors, il y a un long code de la route avec ce que j'appelle la sécurité routière en pays autiste. Ce sont des panneaux qui signalent aux accompagnants la conduite à tenir, comment se conduire en pays autiste. Et donc ces panneaux sont, comme les panneaux du code de la route, impératifs à respecter. Quelles que soient vos opinions sur l'origine, sur le trouble, quand vous allez en Angleterre, on ne vous demande pas de croire à la reine d'Angleterre ou au parlementarisme anglais. On vous demande de rouler à gauche. Et si vous ne roulez pas à gauche, vous avez de sérieux ennuis. Eh bien, dans le pays autiste, c'est pareil. Si vous ne respectez pas les panneaux de signalisation du pays autiste, vous aurez de sérieux ennuis, et notamment des troubles du comportement, dont se plaignent toujours les accompagnants, mais qu'ils créent par leur propre générosité en prêtant aux autistes leur propre mécanisme. Dans les panneaux, il y a par exemple interdiction de stationner, c'est-à-dire il faut les relancer, pas croire qu'ils ne veulent pas, mais penser qu'ils n'arrivent pas à démarrer. Il y a sens obligatoire les mécanismes autistiques. Il y a le panneau sens interdit qui est sens interdit aux interprétations qui sont selon nos propres mécanismes. Voilà, c'est des panneaux qui aident comme ça à la compréhension
des conduites à tenir. Après, on peut avoir d'autres objectifs selon les âges, selon les pathologies associées, mais le code de la route, ça s'impose comme une base de démarrage à travers cette image du pays autiste et de la différence radicale entre notre façon de fonctionner et la leur. Dans les bagages à emporter pour le voyage, moi je conseille de se renseigner sur les témoignages des personnes autistes de haut niveau. C'est un phénomène relativement récent, il y a une dizaine, une quinzaine d'années. La plus connue, c'est une américaine qui s'appelle Temple Grandin, mais en France, on a aussi, par exemple, Daniel Tammet ou actuellement Joseph Chovanec, qui sont des gens qui s'expriment sur leur façon même de fonctionner. Joseph Chovanec vous dit, par exemple, il a réussi une thèse de, je ne sais pas quoi d'ailleurs, de mathématiques ou de choses comme ça, et il dit, le plus difficile dans ma thèse, ça n'a pas été les 6 heures pour répondre au jury, ça a été de préparer un pot, parce que les interactions sociales, moi je ne pouvais pas d'ailleurs, je n'ai pas fait de pot pour fêter ma thèse. Donc c'est cette façon de percevoir le monde, les difficultés dans les interactions sociales, dans la communication, la nécessité de certains rituels qui définissent vraiment la façon d'être autiste. Et ça, les autistes intelligents et qui s'expriment bien le disent très bien. Et comme ils le disent, ils peuvent nous faire comprendre comment fonctionnent ceux qui ne sont pas capables de s'exprimer et qui peuplent les établissements médico-sociaux,